Thank you. Merci. Je donne maintenant la parole à la Norvège, suivi de l'Ouganda et des Philippines. Je vous remercie, Madame la Présidente. Il faut essayer le multilinguisme. Merci beaucoup, Monsieur Sall, pour la présentation de votre vision et la participation dans ces processus interactifs. Norway is a member. La Norvège est membre du groupe mondial ONU 80 avec la Barbade, l'Indonésie, la Jordanie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Sénégal, Singapour. En faisant fond sur l'initiative de groupes régionaux semblables lors de la 70e session de l'Assemblée générale, nous avons aussi l'intention de présenter des idées et recommandations pour le prochain secrétaire ou la prochaine secrétaire générale, qui que ce soit, ce qui concerne l'avenir de l'organisation. Par conséquent, nous vous remercions, Madame la Présidente, d'avoir permis aux membres de discuter avec les candidats et candidates. Une question. Si vous êtes secrétaire général, qu'allez-vous faire pour restaurer la confiance entre le secrétariat et les États membres, vous en avez brièvement parlé, et également entre le bras exécutif et le reste du système, et pour établir la confiance dans l'ensemble du système des Nations Unies. Je voudrais également poser une question à titre national. Nous pensons que le ou la secrétaire générale devrait être indépendant, faire montre d'indépendance dans la sélection des hauts fonctionnaires. Si vous êtes sélectionné, comment allez-vous constituer votre équipe? Comment allez-vous faire pour préserver votre indépendance? Comment allez-vous tenir compte de facteurs tels que la géographie et l'équilibre femmes-hommes, outre la question du mérite, dans ces désignations? Et comment allez-vous éviter la poursuite ou le maintien de monopoles à des postes clés par certaines nationalités? Merci. Je remercie la représentante de la Norvège qui s'est exprimée au nom du groupe mondial ONU 80. Merci Madame la Présidente. De la Norvège, merci pour votre question très importante au nom du groupe que vous représentez. Alors, pour la restauration de la confiance, je crois que cela passera par d'abord le fait que chaque pays membre perçoivent que le secrétaire général n'est ni dans le camp ouest, ni dans le camp est, ni un homme du sud global ou un homme du nord global. C'est extrêmement important. L'indépendance. Ça, je crois que c'est la base pour pouvoir être accepté. Et qu'on sache que tout ce qui nous motive, c'est de faire avancer cette organisation. Moi, je ne suis pas venu à New York pour faire carrière diplomatique. Je serai là pour les 5 prochaines années avec la confiance des États pour faire avancer cette organisation et la réformer. Et je sais que j'en ai les capacités si j'ai la confiance des États membres. Donc, cela m'amènera à votre deuxième question. Sur le choix des collaborateurs, il faudra bien sûr qu'il y ait de l'équité et de la transparence et le respect de la rotation régionale. Le respect aussi du genre. Il est clair qu'en 1945, lorsque la charte était faite, on a parlé de la répartition géographique, de l'éthique et de la compétence. À l'époque, le genre n'était pas une préoccupation de premier. Je peux vous dire qu'en tant que secrétaire général, déjà, mon adjointe sera une femme. Venant du sud, elle viendra du nord. C'est comme ça que j'entends voir les choses. Et pour le reste, croyez-moi, ce sera sur la base vraiment d'une analyse objective et qui permettra de juger le secrétaire général sur ses paroles. Et si, justement, les États membres voient qu'il est sur la bonne voie, je crois qu'ils seront plus attentifs pour écouter et pour accompagner. Et c'est comme ça, donc, que, travaillant sur la confiance à restaurer, tous les autres sujets, tels que la rétention des cotisations, pourront trouver des solutions, puisque si les États membres sont convaincus maintenant que nous sommes sur le droit chemin, nous ne cachons rien, nous avons fait des efforts internes, je pense que rien ne pourra empêcher qu'ils participent pleinement dans la marche de notre organisation commune. Voilà ce que je voulais dire sur l'indépendance, je crois que je l'ai dit.
sur également la présence des femmes. Pour terminer sur la présence des femmes, moi je suis un président qui a, pendant 12 ans dans mon pays, donné presque toutes les positions en dehors de celles que j'occupais qui étaient de président de la République aux femmes. J'ai nommé une femme Premier ministre. J'ai nommé les premières femmes gouverneurs de région. J'en ai nommé 3. J'ai nommé la première femme chef de la police, directeur général de la police nationale. La première femme générale de l'armée du Sénégal. Elle est encore seule. Donc je suis un he for she, quelqu'un qui va davantage travailler pour la promotion des femmes et pour le droit des femmes, non seulement dans l'organisation, mais à travers le monde. Il est temps que les droits des femmes, j'ai aussi donné aux femmes sénégalaises la possibilité de donner leur nationalité à leurs époux et à leurs enfants, ce qui n'était pas le cas. Donc, je serai vraiment quelqu'un qui va absolument faire avancer les droits de la femme dans l'organisation et dans le monde autant que je le pourrai avec les États membres. Je vous remercie. Thank you. Merci. Je donne la parole au représentant de l'Ouganda au nom du mouvement des non-alignés, puis des Philippines, et puis l'organisation suivante de la société civile. Madame la Présidente, je m'exprime au nom des États membres du mouvement des non-alignés. 121 membres. Nous nous félicitons de la tenue de ce dialogue officieux pour procéder à un échange de vues avec le candidat, en l'occurrence, au poste de secrétaire général des Nations Unies. Son Excellence Macky Sall, nous avons plusieurs questions au nom du mouvement des non-alignés. Tout d'abord, le mouvement réaffirme le rôle directeur de l'ONU dans la promotion du multilatéralisme et de la coopération multilatérale, élément essentiel aux membres du mouvement pour relever les défis de notre temps. Et dans ce contexte, quelles mesures concrètes seront proposées pour renforcer encore davantage le multilatéralisme, la coopération internationale à la lumière de l'érosion et du non-respect des obligations internationales? Deuxièmement, la déclaration adoptée par l'ONU, qu'en est-il de votre position? Qu'en est-il de votre position pour le système de l'ONU? Troisièmement, selon vous, quel est l'effet des mesures coercitives unilatérales sur les capacités des États ciblés à parvenir au développement durable et à mettre en œuvre pleinement le programme à l'horizon 2030? Quelles mesures concrètes promouvrez-vous en tant que secrétaire général pour renforcer le rôle de l'Organisation des Nations Unies s'opposant à ce type de sanctions qui sont des violations de la Charte des Nations Unies? Appellerez-vous à leur élimination et mettrez-vous en avant des mécanismes de prévention de leur application? Et dernière question, comment allez-vous promouvoir une gouvernance mondiale plus inclusive, garantissant que les besoins et les priorités de tous les pays sont pris en considération? Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Ouganda au nom du mouvement des non-alignés. Je vous en prie. Thank you very much, Uganda representative. On the name of non-aligned. Merci au représentant qui s'est exprimé au nom du mouvement des non-alignés. Encore une fois, vous dire ici que l'Organisation des Nations Unies est la seule organisation universelle qui regroupe l'ensemble des pays. Donc, la problématique de sa représentativité, de son universalisme ne se pose pas. Il nous faut simplement renforcer son efficacité. Et le multilatéralisme, en réalité, n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est nos divisions. C'est également le fait que nous ne soyons pas en mesure de défendre et de dépasser les contradictions qui font que de plus en plus, malheureusement, on constate effectivement une sorte d'inefficacité. Mais ça, le secrétaire général, lui, il n'agit pas au nom des États, mais il doit être un facilitateur. Il doit être, comme je l'ai dit, quelqu'un qui construit les ponts entre les différentes positions, qui les rapproche. Et ça, je compte
m'y impliquer pleinement afin que cette discussion, ce dialogue permanent au sein du Conseil de sécurité, au niveau de l'Assemblée générale, avec vous, au quotidien, que nous puissions nous accorder sur la nécessité de maintenir ce multilatéralisme, sans lequel, bien sûr, on rentre dans ce qu'on peut appeler la jungle, où c'est la loi du plus fort. On voit bien que ça ne peut pas nous mener trop loin. Donc, on va travailler ensemble dans la confiance pour que le multilatéralisme, qui est l'accord collectif au-delà de deux pays, où les gens s'engagent et engagent leurs responsabilités à travers les conventions qu'ils décident de signer ensemble. En ce qui concerne maintenant les mesures de coercion ou mesures coercitives sur l'agenda du développement, si j'ai bien compris votre question, 2030 approche, il est clair qu'il y a encore de la faim dans le monde. Nous avons encore énormément de populations qui n'ont pas accès aux services vitaux de base, à l'eau, à l'électricité, à l'assainissement. Nous avons encore des efforts à faire. Et ce que je disais tantôt, pour cela, le pacte pour l'avenir qui a été adopté en septembre 2024, ici, aux Nations Unies, a indiqué une feuille de route ambitieuse pour adapter, j'allais dire, le multilatéralisme aux défis du XXIe siècle. Et c'est là où nous allons ensemble regarder quel agenda post-2030 sur les 15 prochaines années ou les 20 prochaines années, comment nous allons financer le développement. C'est toute la problématique, je l'ai dit tantôt, de l'architecture financière internationale, c'est toute la problématique pour impliquer le secteur privé et pour lever les contraintes liées à la perception du risque envers les pays en développement, particulièrement les pays africains et les pays également de l'Asie-Pacifique ainsi que de l'Amérique latine. Et ensemble, nous pourrons travailler, pays membres, institutions de Bretton Woods, secteur privé, agences de notation qui sont des acteurs clés sur comment mitiger la perception du risque pour que l'accès au crédit soit plus facile pour les États. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Je donne la parole aux Philippines au nom d'un groupe sur les pays à revenus intermédiaires, ensuite une organisation de la société civile, puis le Mali. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bienvenue, Monsieur Sall. Je m'exprime au nom d'un groupe de pays à revenus intermédiaires qui pensent la même chose et j'ai deux questions très précises pour vous, Monsieur. Tout d'abord, que peut faire l'ONU pour soutenir mieux les pays à revenus intermédiaires? Et à cet égard, nous avons appelé à ce qu'un point focal soit désigné au secrétariat pour améliorer les choses. Ensuite, selon vous, y a-t-il des possibilités dans le cadre de la réforme de l'ONU, surtout dans le cadre d'ONU 80, pour recalibrer, peut-être renforcer les partenariats pour les pays à revenus intermédiaires et avec les pays à revenus intermédiaires dans tout le système de l'ONU? Merci. Je remercie le représentant des Philippines au nom du groupe des pays à revenus intermédiaires, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le représentant des Philippines. Votre question est importante parce que souvent on a tendance à oublier les pays à revenus intermédiaires. Ils sont entre les grands et ce qu'on peut qualifier les petits, ou en tout cas ceux qui ont beaucoup de problèmes. Donc souvent, dans la prise en charge de la finance du développement, ils ne sont pas toujours pris en compte. Sinon, on dit qu'ils peuvent accéder à des guichets privés. Mais je crois qu'il y a du sens à s'occuper également de ces pays. D'autant plus que souvent, vous avez des pays qui ont peut-être des populations pas très importantes, mais qui ont des revenus pétroliers ou gaziers ou minéraliers qui font qu'on considère rapporter au produit intérieur brut par population, c'est des pays qui sont riches alors qu'ils font face à des défis quand même de développement. L'ONU pourra effectivement, en relation avec les institutions de Bretton Woods
et avec le club dont j'ai parlé sur le financement du développement global, qu'on prête plus attention à cette catégorie de pays à revenus intermédiaires. Je sais qu'ils n'ont pas accès à IDA, qui est vraiment un fonds souvent pour les pays en développement. Et aujourd'hui, les financements privés aussi sont parfois très chers. Il faut mitiger ce risque pour ces pays, tout comme pour les pays en développement. Et toute cette problématique de l'architecture financière internationale, donner la possibilité à chaque pays d'avoir une opportunité de développement à travers les chaînes de valeur, à travers la création d'emplois. Je crois que c'est ça qui va permettre de vivre un monde meilleur, un monde qui fera moins face à ces vagues de migration, parce que si on transforme les produits dans les pays où les matériaux sont extraits, on donnera de la valeur ajoutée, on donnera des emplois, et je crois que c'est tout le monde qui gagnera. Maintenant, pour la réforme UN 80, j'ai pas fini de prendre la question, comment renforcer la part peut-être au pays. Là, j'ai pas bien pris la deuxième question, mais en tout cas pour la réforme, croyez-moi, la première action du secrétaire général que je serai, si j'ai votre confiance, sera avant même début janvier, de travailler avec l'équipe qui a mené cette réforme. Et j'ai déjà vu M. Ryder, qui est un homme exceptionnel que je connais, qui a dirigé ILO, et donc on travaillera étroitement avec toutes les équipes avant même le mois de janvier pour que les États membres soient édifiés, puisque toute réforme qui n'a pas le soutien des États membres ne sera pas durable. Mais nous montrerons les progrès que nous sommes prêts à réaliser immédiatement. Je vous remercie. Je vous remercie et je vais donner la parole à l'organisation de société civile suivante. Puis aux jeunes opérateurs économiques pour la gouvernance. Puisque des problèmes techniques se présentent, il n'y aura pas de vidéo lors de cette séance, mais comme ce matin, cette question sera lue au nom de l'organisation par un représentant dans la salle ou une représentante. Thank you, Madam President. Merci, Madame la Présidente. Au nom de l'organisation, Aux jeunes opérateurs économiques pour la gouvernance, I will read the following. je vais donner lecture de la question. Quelles garanties offrez-vous pour garantir que des réformes nécessaires soient apportées à la gouvernance de l'architecture financière mondiale, où les injustices et les déséquilibres sont nombreux vis-à-vis des pays africains? Mon autre question, s'agissant de la dette, quelles garanties fournissez-vous pour que l'annulation de dettes illégitimes soit effective, surtout pour les pays en développement et africains? Merci. Je vous remercie. Monsieur Sall. Merci beaucoup, Madame. Au nom de la société civile, sur les opérateurs que vous représentez, vous savez, le secrétaire général ne décide pas, encore une fois, à la place des États. Il a un rôle de facilitateur, il doit veiller sur l'agenda, il doit organiser le débat avec tout le secrétariat et il doit faire en sorte que les problématiques qui sont posées par l'Assemblée générale, les mandats qui sont donnés soient mis en œuvre. Et parlant des mandats, vous savez comme moi que depuis la création, nous avons enregistré plus de 40 000 mandats que l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont donné à l'organisation comme mission. 40 000 mandats. C'est presque 4 000 mandats, disons, si on le répartit par an, nous avons un nombre de mandats phénoménal. Sur les 40 000, il n'y a que 4 000 qui ont fait l'objet d'une prise en charge ou qui sont actifs sur la table. Donc c'est dire que 10% des mandats ont fait l'objet d'un engagement. Engagement, ça ne veut pas dire qu'on l'a réalisé, mais au moins ils sont sur la table. Et 90% des mandats qui sont donnés sont juste là. Ils ne sont pas éliminés, mais ils sont là. Donc, je crois que cela aussi doit nous interroger sur les méthodes de travail. Allons-nous continuer à produire comme ça des mandats que personne ne regardera finalement,
ou du moins 90% de ces mandats ne seront jamais suivis. Depuis 80 ans, c'est le cas. Donc, nous pourrons voir comment amener les États membres à travers les différentes organisations. Ici, nous avons l'ONU, mais nous avons aussi les institutions de Bretton Woods. Nous avons des banques multilatérales. Nous avons d'autres cadres où nous devons engager la réflexion, tout comme la réflexion sur l'annulation de la dette. Il y a des initiatives. Moi-même, j'ai été membre avec un certain nombre de chefs d'État, anciens chefs d'État africains, dans une initiative qu'on appelle ADRIL. C'est une initiative pour le debt relief, donc l'allègement de la dette. Dans l'allègement, il peut y avoir une partie d'annulation. Dans l'allègement, il peut y avoir du rééchelonnement. Il peut y avoir beaucoup de choses. Mais je crois que ce mouvement des idées est déjà engagé. Il faut que la problématique de la debt burden, c'est-à-dire du fardeau de la dette, soit quand même traitée, puisque tout le monde y gagne, et je pense pays développés comme pays en développement. Donc nous allons veiller en tout cas à mettre sur la table ces sujets. Merci Madame la Présidente. Thank you. I now give the